En manchette ce soir, Agnico Eagle veut mettre la main sur Minière aux 3. Une transaction qui s'élèverait à plus de 200 millions de dollars. Ça pourrait aller quand même assez rapidement pour la conclusion de la transaction, peut-être au début de l'année 2025, janvier-février. Les restrictions en immigration aggravent la pénurie d'employés dans les concessionnaires automobiles. C'est incompréhensible de se faire pitcher ça de même, puis on coupe là. Ils n'ont pas posé de questions à personne. L'aéroport de Val-d'Or célèbre ses 25 ans avec une nouvelle image de marque. Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour le TVA 18h. On commence le bulletin de ce soir dans le domaine minier, puisqu'Agnico Eagle a officiellement déposé une offre d'achat à Minière aux 3. Et Félix, on parle quand même d'une transaction qui s'élèverait à plusieurs millions de dollars. Oui, l'offre s'élève à 1,67 $ par action, soit environ 204 millions de dollars, ce qui représente 57 de plus que la moyenne de sa valeur enregistrée dans les dernières semaines. Et les actionnaires concernés ont jusqu'au 23 janvier 2025 pour accepter l'offre. Le principal actif de O3 Mining, c'est la propriété Marban Alliance qui se trouve à proximité du complexe canadien de Malartic. Justement, le chef de la direction d'Agnico Eagle a mentionné que la transaction s'inscrivait dans une stratégie régionale qui permettrait d'intégrer le gisement de Marban, le site Marban, au complexe canadien de Malartic. On peut écouter la réaction du directeur général de l'Association de l'exploration minière du Québec, Alain Poirier. La façon de fonctionner de l'industrie, il y a des explorateurs qui ne veulent pas devenir des exploitants. Donc, quand un offre arrive, ils vont la considérer. Il y a des entreprises qui peuvent être des explorateurs qui vont devenir des exploitants, mais dans certaines circonstances, quand ce type d'offre-là arrive avec des primes intéressantes, c'est sûr qu'au niveau des actionnaires, c'est intéressant. Donc, les entreprises vont aller de l'avant avec cette façon-là. Et est-ce qu'il y a des appréhensions chez certains acteurs du milieu pour les sites que possède Minière aux 3? Oui, eh bien, la coalition Québec Meilleure Mine suit la transaction de très près. En particulier à ce qui a trait au site Marban, justement, parce que, bon, selon l'organisation, il y a des enjeux environnementaux et sociaux sur ce site-là en particulier qui se doivent d'être pris en compte. Donc, l'organisation espère seulement que si c'est Agnico Eagle qui prend possession du site, eh bien, justement, la compagnie aura les considérations que demande Québec Meilleure Mine. Ce qu'on veut voir, cependant, c'est au terme de cette transaction-là, si elle a lieu, là, est-ce que les choses sont appelées à être faites autrement? Chose certaine, la manière qu'elles sont développées jusqu'à présent par le promoteur Minière aux 3, c'est incompatible avec la vision qu'on a là, du développement minier. On proposait de détruire une rivière là, pour exploiter des mines d'or à ciel ouvert. C'est des choses qu'on faisait dans le passé, on ne peut plus faire ça. Et est-ce que Agnico Eagle maintient ce projet-là? La question doit leur être posée là, aujourd'hui parce que les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir c'est quoi leur intention à cette nouvelle compagnie-là. En terminant, juste mentionner que Agnico Eagle ni Minière aux 3 souhaitaient commenter la transaction étant donné qu'ils ne voulaient pas parler tant que la transaction n'était pas conclue. On va suivre le tout, donc. Merci, Félix. Je vous en prie. Maintenant, ailleurs, les concessionnaires automobiles de la région font face à une crise de personnel sans précédent. Et si le manque de relève et la compétition font déjà mal, les nouvelles politiques d'immigration restrictive sont un autre coup dur. Alexandre Cabana nous donne les détails. Conséquence concrète de la baisse des seuils d'immigration permanente, le gouvernement fédéral coupe les ailes au recrutement d'employés dans le secteur de l'automobile. La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec sonne l'alarme. Le gouvernement fédéral a annoncé des nouvelles règles limitant la possibilité d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Une de ces règles-là, c'est que les organisations vont être limitées à 10 % de leurs effectifs. Or, on sait que seulement dans la région ici, en Abitibi-Témiscamingue, 30 % des employés en mécanique automobile sont actuellement des travailleurs étrangers temporaires. Parce qu'on a des concessions, 100 % de leurs travailleurs sont étrangers. Fait que demain matin, là, vous arrive quoi si
sont en renouvellement de permis et qui ne peuvent pas renouveler ces permis-là. C'est ça, on est face à ça. Des nouvelles balises qui rendent pratiquement impossible le maintien des employés, selon le PDG de la CCAQ. Des impacts se feront, selon lui, ressentir plus tôt que tard. L'impact, essentiellement, les délais pour faire réparer son véhicule, mais il faut savoir aussi que nos membres réparent les véhicules de service, les véhicules de police, les ambulances, aussi tout ce qui est transport logistique. À un moment donné, les camions tracteurs, les 10 roues, il faut les réparer aussi, c'est nos membres qui le font. Des conséquences à l'échelle humaine sont également à prévoir, selon Donald Dion. Depuis 2013 que j'ai des concessions qui engagent des travailleurs étrangers. Puis ça n'a jamais arrêté. Là, leur contrat va se terminer et ils ne seront pas renouvelés. C'est tout ça aussi. Là. Il y en a qui ont amené leur famille, puis la dame travaille dans une autre entreprise de l'Abitibi. C'est incompréhensible de se faire pitcher ça de même, puis on coupe là. Ils n'ont pas posé de questions à personne. La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec demande maintenant au gouvernement fédéral de se faire reconnaître comme étant un service essentiel dans le but d'être écarté de certaines contraintes. Une correspondance a été envoyée au gouvernement Trudeau pour faire valoir leurs points. Plus de nouvelles sont attendues en 2025. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Du côté de Val-d'Or, l'organisme sans but lucratif qui gère l'aéroport régional dévoile plusieurs nouveautés pour son 25e anniversaire, comme une nouvelle image de marque et plusieurs projets pour 2025. Résumé d'Alexis Dumont. Voir haut et loin, ensemble. Voilà le slogan présenté ce matin avec la nouvelle image de marque pour l'aéroport régional de Val-d'Or. Ça veut dire qu'on est présent dans notre communauté, puis qu'on est encore là, puis qu'on est là pour la population, pour faire une connectivité au travers tous les autres aéroports et permettre aux voyageurs de se déplacer et aux compagnies de pouvoir travailler dans des conditions, aller dans les pays nordiques ou un peu partout. Là. Fait que ça veut dire qu'on est présent pour la population. Une image de marque qui a pour but de moderniser l'image de l'aéroport en plus de représenter le travail fait de près et de loin par tous ceux qui y travaillent. Ça fait 25 ans que l'aéroport est maintenant un organisme à but non lucratif. Ça fait quand même 75 ans qu'on a les infrastructures. Fait que 2024 est une grosse année pour nous. On veut vraiment tourner vers l'avenir. On voulait avoir un logo qui était plus tendance, plus moderne, plus raffiné, qui représente aussi l'équipe de l'aéroport régional de Val-d'Or et la visée où on s'en va. Mais avec la croissance du monde de l'aviation, où se situe l'aéroport de Val-d'Or dans la région? C'est un aéroport qui est très important où on peut transiger jusqu'à 170 000 passagers par année. On a beaucoup d'avions, que ce soit des gens, du régulier, mais que ce soit aussi du cargo. Fait qu'on emmène beaucoup de cargo dans le nord du Québec. D'autres éléments aussi que les gens ne réalisent pas toujours, c'est qu'on a aussi beaucoup d'évacuations médicales. Autant pour le nord du Québec que pour nos gens ici en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de gens. Fait que c'est un moteur économique très important. D'ailleurs, au cours de la prochaine année, plusieurs travaux seront effectués dans un but de modernisation. Pour l'année 2025, ce qui est prévu, c'est la phase 2 de nos travaux qu'on fait actuellement. Donc, la phase 1, c'était refaire entièrement le balisage lumineux à la fine pointe de la technologie. Nous avons resurfacé le tablier principal et 2 voies de circulation. Pour l'année 2025, ce qu'on veut faire, c'est resurfacer la 10 000 pieds au complet. Donc, l'entièreté de la piste va être surfacée avec un asphalte neuf. Et rappelons que depuis l'an dernier, près de 24 millions de dollars ont été investis pour de nombreux travaux sur l'aéroport. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En politique municipale, le maire de Témiscamingue, Pierre Gingras, quitte le navire. Lui qui était à la tête de la ville depuis 2021 annonce quitter ses fonctions le 31 décembre prochain. La décision a été annoncée mardi lors d'une séance de conseil de ville, nous confirme son équipe. Et pour l'instant, les raisons de son départ ne sont pas tout à fait connues, mais il aurait affirmé à la radio de CKVM et au journal Le Citoyen que le stress serait en cause. À noter que la petite municipalité du sud de la région avait fait les manchettes cet été, on s'en souvient en raison de la fermeture d'une partie de l'usine Ryam. C'est donc plusieurs grands dossiers dans le domaine forestier qui sont laissés en plan par Pierre Gingras. En marge de la préparation du budget de Témiscamingue qui sera présenté ce soir, le maire n'a pas pu nous accorder d'entrevue aujourd'hui. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait « Portez-vous un intérêt à la politique municipale? » Vous avez répondu oui à 59 %. On va maintenant parler de prévention. Avec le froid qui s'installe et les étendues d'eau qui commencent à se couvrir,
La tentation de s'y aventurer est grande, mais évidemment, ça peut comporter des risques. Donc, le directeur général de la Société de sauvetage vous explique comment repérer les dangers. À quel moment on peut s'aventurer de manière sécuritaire là, sur les lacs et rivières gelées? Bien là, on va parler aux motoneigistes puis aux pratiquantes des VTT. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que tant longtemps que votre club local n'a pas balisé le sentier qui traverse un cours d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas le minimum d'épaisseur de 12 à 15 cm, entre un 5 à 6 pouces, pour pouvoir supporter à la fois le poids de votre véhicule, le poids des occupants de ce véhicule-là. Et donc, de là, toute la prudence. Là. Vous savez, là, pour avoir une belle glace solide, ça nous prend facilement un 5 à 7 jours de moins 10, moins 15. On n'a pas eu ça encore là, depuis le début de la saison. Là. Et le meilleur conseil que je pourrais vous dire, c'est est-ce que vous êtes capable de voir quasiment bord en bord de la glace? Si vous êtes capable de voir bord en bord de la glace, ce qui veut dire que c'est une glace qui est solide, qui est translucide. Il a fait froid pendant le 5 à 7 jours auquel je vous parle. Sinon, ce qu'on a plus souvent qu'autrement, c'est une glace qui est blanchâtre, grisâtre, mais ça, c'est une accumulation de petites couches. Et là, je vais vous faire le parallèle avec votre millefeuille que vous mangez, là. Hein? Il se défait facilement. Bien, c'est la même chose avec ce genre de glace-là. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que les sentiers soient balisés et surtout, ne pas prendre pour acquis « Ah oui, j'ai été capable de traverser la dernière fois. » Non, parce que les températures changent constamment. On le voit, là, il s'est mis à pleuvoir au cours des dernières journées. On nous annonce de la pluie du beau temps pour les prochaines journées avec plus de froid. Alors, il y a beaucoup de variations de température. Donc, au final, on n'est pas obligé d'être les premiers. C'est pas ça qui est important. Là. Non, surtout pas, surtout pas. Et là, je vais parler aux riverains, là, ceux et celles qui ont des chalets là, et qui se disent, est-ce que je suis en mesure de déjà commencer à aller gratter mon cours d'eau qui est devant ma maison ou mon chalet? Bien là, j'ai tendance à dire, bien là, vous êtes dans une partie peu profonde. Si jamais ça brise, bien effectivement, vous allez vous retrouver les deux pieds. Mais allez pas vers le large parce qu'au milieu de ce cours d'eau-là, c'est peut-être pas encore assez solide. Et souvent, ce qu'on voit avec les riverains, c'est qu'ils viennent arroser justement leur glace pour pouvoir faire cette épaisseur-là et pouvoir patiner. Alors, donc, on retient que pour marcher, pour patiner, ça va nous prendre un 10 à 12 cm, soit environ 4 à 5 pouces. Le VTT, la motoneige, on va parler d'un 12 à 15 cm, donc un 5 à 6 pouces. Et si jamais l'on parle de pêche sur glace avec des cabines démaisonnées, là, ben là, je vous dirais que ça va vous prendre une épaisseur beaucoup plus grande que ça. Là, on va être rendu à du 20 et 30 cm, là, soit environ 8 à 12 pouces. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda a reçu une nomination aujourd'hui pour les prix Rideau. On s'en parle après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La fête de Noël blanc de Radisson s'est déroulée le 7 décembre dernier dans une ambiance magique et conviviale. La journée a débuté avec le Salon des artisans et un dîner traditionnel suivi d'un spectacle de tours de magie. L'arrivée du Père Noël en hélicoptère a été le point culminant des festivités qui ont permis de renforcer l'esprit de partage et d'accueillir les nouveaux arrivants. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par la troupe à cœur ouvert qui vous reçoit avec son spectacle Le Réveillon, présenté du 20 au 22 décembre. Venez réveillonner avec ce spectacle musical et théâtral en formule cabaret. Justine, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda reçoit une nomination pour le prix Rideau dans la catégorie Responsabilité sociale et environnementale.
Oui, Kémilia, la nomination va au projet Noranda Ville ouverte, dans lequel le Petit Théâtre du Vieux-Noranda a ouvert ses portes aux citoyens touchés par l'annonce de la zone tampon pour que la population puisse discuter, s'organiser et se mobiliser face à son établissement. La remise des prix rideaux auront lieu du 16 au 20 février et c'est vraiment une grande fierté pour le Petit Théâtre. C'est un prix national, donc il y a vraiment énormément de diffuseurs là, qui ont pu déposer leur candidature. On est très fiers. C'est la 3e année consécutive qu'on est en nomination. L'année dernière, on a remporté la direction artistique de l'année. Là, c'est sûr qu'on se croise les doigts, mais seulement d'être nominé, je pense que pour nous, c'est déjà une belle reconnaissance. Et Justine, tu es présentement à l'Agora des Arts parce que le spectacle Conte de Noël de l'école d'Anzé est en pleine préparation. Oui, Kémilia, les élèves en concentration danse et art de la scène vous attendent demain pour 2 représentations de leur spectacle Conte de Noël. Et je suis présentement avec la directrice de Danzé, Sylvie Richard. Bonjour Sylvie, pouvez-vous nous présenter là, vos 2 petits accompagnateurs directement venus du pôle Nord? Oui, c'est les Forageois. En fait, c'est les êtres magiques du Conte de Noël. Donc, c'est la fée des cadeaux. Et on a ici un lutin aussi, qui est... Les lutins dans notre conte sont les spécialistes des emballages des cadeaux. Tandis que la fée des cadeaux, elle, change les souhaits des enfants en réalité. Et justement, en parlant du conte, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'histoire qu'on va voir sur scène demain? Oui. En fait, c'est l'histoire de Kira, une jeune fille qui découvre un livre magique. Et ce qu'elle lit se transforme en réalité. Et même, elle va assister à la scène magique, elle va être transportée dans la scène magique et elle va devenir une assistante de la fée des cadeaux. Et par contre, comme toute histoire, bien, parfois, il y a des personnages un peu plus taquins. Donc, la fée des glaces va essayer de voler le bâton magique, car elle veut avoir l'esprit de Noël, jusqu'à temps qu'elle comprenne que l'esprit de Noël, c'est dans nos cœurs et non dans le bâton magique. Et donc, il y a 28 artistes sur scène, 35 personnages. C'est vraiment impressionnant. Et pour vous, de jouer la comédie, de danser et de chanter tout ça en même temps sur scène, comment vous trouvez ça? Bien, moi, je pense que c'est une chance exceptionnelle qu'on a vraiment de vivre tout ça en même temps dans un aussi beau spectacle, là, vraiment. C'est fantastique. Moi, c'est pas un peu la même chose. On a vraiment beaucoup de chance pour pouvoir tout faire ça en même temps. Et combien de temps ça vous prend monter un spectacle comme sur Lucie? Bien, on commence au début de l'année scolaire. Oui. Donc, fin août, on est dans le thème de Noël. Au début, c'est pas facile, hein? Les chansons de Noël et tout ça, mais c'est quand même notre 5e ou 6e représentation d'année, annuelle, dans le fond. Donc, il y a des chansons et des chorégraphies qui reviennent. Et donc, on a vraiment des spécialistes. Cette année, on a atteint un niveau de qualité exceptionnel. Et à part la qualité et les spécialistes de cette année, qu'est-ce qui différencie la 6e édition de ce conte de Noël? Bien, Kira, c'est un nouveau personnage qui n'était pas là les autres années. Oui, c'est ça, on a Kira. On a aussi des mises en scène, les bulles souhaits, qui sont juste à côté. Là, ça aussi, c'est nouveau. C'est un élément, parce que le spectacle est spécialisé pour les 3-4 ans, ou du moins que la compréhension à 3-4 ans, on peut l'avoir du spectacle. Donc, on a des éléments très, très visuels. Et les musiques sont très accrocheuses, et toute la mise en scène est faite pour que les petits comprennent l'histoire facilement parce qu'il n'y a pas de texte. Il y a une narration, tout est joué, chanté, dansé. Donc, c'est un gros défi, mais que vraiment, cette année, on est de plus en plus précis et spécialistes. Eh bien, je vous remercie tous les 3. Je vous souhaite des super présentation demain. Je vous rappelle qu'il y a 2 représentations à l'Agora des Arts demain à 16h et à 18h. Venez vivre l'ambiance du temps des fêtes d'avance avec le conte de Noël. Noah Reinhardt des Foreurs de Val-d'Or multiplie les honneurs cette semaine. Les détails tout de suite après la pause dans le segment sport. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et les honneurs se poursuivent pour Noah Reinhardt des Foreurs de Val-d'Or, nommé plus tôt cette semaine sur l'équipe de la semaine de la Ligue. Maintenant, il est nommé joueur de la semaine de la LHJMQ. La nouvelle venue avec l'équipe a très bien fait dans les Maritimes, ce qui lui vaut toutes ses mentions. Et rappelons qu'en seulement 3 rencontres, Noah Reinhardt a marqué à 5 reprises et a complété 3 mentions d'aide pour un différentiel de +4.
Il a aussi été l'auteur d'un tour du chapeau dimanche dernier dans une défaite très serrée disputée contre les Eagles du Cap-Breton. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, c'est des grands froids qui nous attendent dans la région. Et oui, dans les prochains jours, habillez comme il faut vos enfants avant de partir à l'école, je vous le dis, ils vont vous remercier à la récré. Pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, on aura de la neige avec un minimum de moins 18 et un refroidissement éolien de moins 26 au cours de la nuit. Alors, ça va être très froid. Pour le Témiscamingue, ce sera partiellement nuageux avec un maximum de moins 21. Demain, on met cache-cou, mitaine, foulard, pantalon de neige parce qu'il va faire froid. En Abitibi, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 13, mais un refroidissement éolien de moins 25 le matin et de moins 19 en après-midi. Et au Témiscamingue, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de moins 14 et un refroidissement éolien de moins 28 le matin et moins 20 en après-midi et même un risque d'engelure pour le Témiscamingue. Alors vraiment, on met des couches demain pour être au chaud. En aperçu pour samedi, sur l'ensemble du territoire, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 12. Je pense qu'il y a beaucoup de chocolat chaud qui va être bu demain pour se réchauffer, Kémélia. Oui, merci Justine. Et pour terminer, notre équipe de la salle de nouvelles prépare une rétrospective de la dernière année. On veut donc savoir quels reportages et nouvelles vous ont le plus marqué cette année dans la région. Pour nous écrire, vous pouvez numériser le code QR que vous voyez présentement à l'écran ou encore nous envoyer un courriel au nouvelles@tvaabitibi.ca. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. À demain.